D'être venus si nombreuses et si nombreux ce soir pour cette soirée assez exceptionnelle, cette table ronde du Grand Continent, ce mardi du Grand Continent qui inaugure un petit peu la série de mardis qui seront, disons, qui prendront pour prétexte et pour point de départ les publications de notre volume papier, Politique de l'Interrègne, le premier volume papier du Grand Continent publié chez Gallimard et qui est disponible en librairie depuis le 24 mars dernier. Cette séance, évidemment, est consacrée à l'Union européenne dans la géopolitique de la transition. Elle nous plonge au cœur de l'actualité immédiate puisque l'invasion de l'Ukraine par la Russie a violemment et soudainement superposé deux choses, la rivalité géopolitique entre grandes puissances et la question de la transition écologique en Europe. Et elle ouvre une série de questions qui ont été celles des derniers jours et qui seront encore probablement celles des semaines à venir. Sommes-nous au seuil d'une guerre verte dans laquelle la transition écologique ne serait plus un objectif de survie de l'humanité, mais finalement un outil au service de la puissance? Que doit faire l'Union européenne dans cette situation? Est-ce qu'elle doit accélérer la transition, se couper de sa dépendance aux hydrocarbures russes? Si oui, comment? Quel impact ces décisions pourraient-elles avoir sur les Européens et sur les sociétés européennes qui seront finalement les premières touchées par une augmentation du coût de l'énergie? Toutes ces questions, en réalité, ne sont pas nouvelles, mais elles se trouvent en quelque sorte amplifiées et réactivées par la guerre en Ukraine qui les rend plus urgentes et qui nous oblige aussi à réfléchir à des méthodes, disons, plus effectives et plus rapides de mise en œuvre. En réalité, ces questions, elles sont toutes au cœur de la deuxième partie de ce volume, que nous avions d'ailleurs titré « Au seuil de la guerre verte ». Et au cœur de notre table ronde de ce soir sera l'article de Laurence Tubiana, « Le pacte vert et le nouveau contrat social », qui articule un petit peu cette partie au seuil de la guerre verte. Pour discuter de cet article et de ces différentes questions, nous avons le plaisir de recevoir Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel. La liste de vos fonctions, évidemment, est très longue, mais doit-on rappeler que vous avez évidemment été Premier ministre, président de l'Assemblée nationale, ministre de l'économie et ministre des Affaires étrangères et du développement international. Également, nous aurions presque pu commencer par là, normalien, donc vous êtes ici également en tant qu'ancien élève de l'École normale supérieure. Vous étiez aussi et surtout l'ancien président de la COP 21 et l'un des meilleurs connaisseurs de ces questions de diplomatie climatique. J'ajoute aussi que vous avez participé à notre revue scientifique Géopolitique, Réseau, Énergie, Environnement, Nature, la GREEN, pour laquelle vous avez signé un papier, revue qui est soutenue d'ailleurs par la fondation de l'ENS, dont je salue le président Lionel Zinsou et Anne Bouvreau. Vous échangerez donc ce soir avec Laurence Tubiana, donc directrice de la European Climate Foundation, ancienne représentante spéciale du gouvernement français pour la COP 21, qui a donné lieu à l'accord de Paris, et autrice donc de cet article dans Le Grand Continent sur le pacte vert et le nouveau contrat social dans ce volume politique de l'Interrègne. Alors au fond, l'idée de cette conversation de ce soir, c'est un petit peu de faire le tour, disons, de trois grandes questions. Au fond, comment l'invasion de l'Ukraine nous oblige à changer le cadre conceptuel, nos cadres de réflexion sur cette transition. Quelle position l'Union européenne doit adopter dans ce contexte, et notamment vis-à-vis du pacte vert. Et enfin, comment se traduira la dimension, disons, sociale de cette transition. D'un côté, en effet, l'invasion de l'Ukraine aurait presque pu annoncer une bonne nouvelle pour la transition énergétique, puisque l'indépendance vis-à-vis des hydrocarbures est désormais perçue comme un événement encore plus essentiel de souveraineté politique, plus seulement dans une perspective environnementale, mais disons, au point de vue géopolitique et politique, comme un outil de notre souveraineté. Et d'un autre côté, accélérer la transition sur la base de ce conflit presque ouvert avec la Russie rend difficilement envisageable une transition qui avait été pensée
sur le modèle qui a servi de socle finalement à l'accord de Paris et plus généralement au multilatéralisme climatique comme il a pu s'illustrer au fil des différentes COP. Laurence Tubiana, peut-être avant d'en venir au pacte vert européen, est-ce que selon vous, la lutte pour la transition climatique nous a définitivement fait basculer, après la guerre en Ukraine, mais peut-être pourquoi pas aussi avant, du côté d'une rivalité entre puissances? Est-ce que finalement cette géopolitique du climat met en danger, voire rend obsolète, l'objectif d'une transition écologique, disons, universelle, sur la base des négociations multilatérales? Évidemment, l'invasion en Ukraine remet au premier plan de la politique les questions de pouvoir et de rivalité géopolitique qu'on avait peut-être évidemment oubliées ou en tout cas mises de côté, en particulier dans cette période un peu dorée du multilatéralisme qui était cette période entre 2010 et 2015 où on a vu plein de choses qui se sont passées. Pas seulement l'accord de Paris, un certain nombre aussi d'autres grands accords, notamment sur les objectifs du développement durable. Et l'invasion, d'abord depuis 2015, il y a quand même des choses qui sont reparties en arrière sur le plan de la géopolitique de la puissance. La présidence Trump, ça a été quand même une présidence particulièrement unilatérale et contre éventuellement tout accord international. Donc c'était déjà un signe, comme d'ailleurs l'évolution progressive du régime chinois vers l'idée d'une puissance globale, bientôt déjà la première économie et bientôt la première puissance. Donc le contexte n'est pas créé par l'invasion russe en Ukraine. C'est peut-être le moment pour Poutine de s'affirmer dans ce jeu de puissance qui a plutôt représenté le conflit entre les États-Unis et la Chine. Et il cherche, avec son rêve de grande Russie, à occuper une place qui, je dois dire, n'était pas grande dans ce conflit sino-américain ou dans cette tension sino-américaine. Je trouve que ce qu'il y a d'intéressant, c'est que l'Europe, ce pacte vert, il a connu beaucoup de crises, qui montrent d'ailleurs que la transition, je ne sais pas si on peut parler de guerre, mais en tout cas, au secours de l'écologie, on verra. Mais ce qui est sûr, c'est que cette transition, c'est une affaire d'un long chemin de crise. Et qu'on va passer de crise en crise, en partie parce que ça ne se fait pas simplement, les intérêts en jeu sont considérables, et qu'avant l'invasion de l'Ukraine et le chantage au gaz et au pétrole, on avait vu aussi, en particulier, tous les milieux pétroliers, gaziers, mener une offensive considérable dans le monde entier pour montrer que la transition écologique n'était pas la solution. On peut trouver beaucoup d'exemples. Donc ce que je trouve finalement réconfortant, mais sans illusion, c'est qu'à travers la crise du Covid en 2020, il y a eu, alors que beaucoup plaidaient pour la suppression du Green Deal, aller en arrière, c'était trop cher, trop coûteux, c'était pas ce qu'il fallait faire. Le retour à la normale, c'était évidemment pas le pacte vert. Et en même temps, aujourd'hui, à travers la crise, la réaffirmation encore plus forte que ce pacte vert, c'est la solution aujourd'hui de sécurité énergétique. Et donc, on voit bien que c'est au cœur du projet européen et qu'on a plus besoin d'Europe que jamais. Même, on voit des pays toujours, disons, sceptiques, comme la Pologne ou la République tchèque. Bon, la Hongrie est une autre histoire. Mais même la Bulgarie, on voit l'évolution, y compris dans les pays qui sont soit déjà dans l'Union, soit qui souhaitent adhérer. Le besoin d'Europe est renforcé. Donc le pacte vert, comme pacte géopolitique aussi, va trouver une coloration. Cela dit, en même temps, l'invasion russe va faire qu'on va se replier vers quoi? Plus de gaz américain et plus de charbon, alors soit importé, soit du charbon européen, et que les objectifs de 2030, qui sont quand même très importants pour ce pacte vert, moins 55% de réduction des émissions d'ici 2030 par rapport à 90, cet objectif-là, il est particulièrement menacé. Donc voilà un peu ce retour des puissances et du coup de la souveraineté et peut nous donner un bon argument pour la transition écologique, mais ça veut dire que c'est une transition qui est dans les crises, avec
que ce soit les pays pétroliers ou gaziers, ou que ce soit les grands acteurs de ces énergies fossiles, qui sont toujours là et qui, à chaque fois, évidemment, mènent la bataille pour qu'on aille le plus lentement possible. Merci beaucoup. Je me tourne maintenant vers Laurent Fabius. Vous avez été ministre, vous étiez ministre en 2014 au moment de l'invasion de la Crimée, et c'était aussi un an finalement avant la COP 21. Et aujourd'hui, on se retrouve aussi dans une situation où il faut articuler au fond ces deux choses, les négociations climatiques d'une part et les négociations géopolitiques. Quel regard est-ce que vous portez là-dessus, et peut-être est-ce que cette expérience, avec évidemment toutes choses égales par ailleurs et toutes les différences qu'il y a avec la guerre ouverte à laquelle on assiste aujourd'hui, est-ce qu'elle peut éclairer le moment qui nous attend ? Merci beaucoup. Bon, d'abord, je voudrais dire le plaisir que j'ai de me trouver ce soir avec vous dans cette salle et dans une école que j'aime. Et puis de retrouver Laurence, c'est une reconstitution de Ligue dissoute, puisque nous avons mené ensemble la fameuse COP 21. Je ne sais pas si je vais répondre à votre question exactement, mais je voudrais dire deux choses. Première chose, c'est dans la ligne de ce que vient de dire Laurence, on peut tirer, en ce qui concerne la lutte contre le dérèglement climatique, deux scénarios tout à fait différents à partir de l'invasion russe en Ukraine. Il y a le scénario positif. Alors le scénario positif, ça veut dire, beaucoup de gens ont compris que il faut aller vers une moindre utilisation des fossiles. Et que si on veut une certaine sécurité, il faut que les pays progressent dans leur indépendance et que les deux choses sont liées. Ça ne se limite pas d'ailleurs simplement à la question des ressources énergétiques, ça peut valoir aussi pour l'agriculture, pour les biens rares, etc. De la même façon, dans ce scénario positif, évidemment, les renouvelables, les économies d'énergie et, on ne va pas faire un débat là-dessus, mais dans une certaine mesure, le nucléaire retrouve un avantage par rapport à l'utilisation de ce que j'appellerais la coalition des fossiles. C'est d'une certaine manière une fin d'une certaine mondialisation, mais c'est peut-être une autre mondialisation qui est envisageable, où, c'est la thèse de Laurence, l'Union européenne aurait une plus grande place. Et puis, ça veut dire donc un multilatéralisme qui n'aurait pas exactement la même naïveté que dans le passé, mais qui pourrait retrouver une place. Et ça veut dire aussi, et j'ai trouvé ça mentionné dans ce petit bouquin que j'ai picoré, donc je n'ai pas tout lu, mais j'ai trouvé dans je ne sais quel article une notation intéressante d'un auteur, et je prie de m'excuser parce que je ne sais pas exactement de qui il s'agit, je peux confondre entre les différents articles, mais sur le plan politique, une espèce d'alliance entre ceux qui soutiennent l'écologie et ceux qui soutiennent un certain patriotisme, ce qui n'est pas spontané comme alliance. Mais il y a là quand même une perspective qui peut être intéressante d'un point de vue politique. Bon, ça, c'est le scénario rose à partir du drame actuel. Mais on peut, avec la même clarté d'analyse, dépeindre un scénario tout à fait différent, où l'opinion publique et un certain nombre de dirigeants constatent que tout ce qui se passe actuellement montre le rôle absolument essentiel des énergies fossiles. Et là-dessus, je rejoins ce qui a été dit. Quand vous regardez quelles sont les premières réactions d'un certain nombre de pays, non pas pour ce qui se passera en 2050, mais pour ce qui se passe aujourd'hui, et il y a quand même un lien entre les deux, même si on veut parfois nous faire croire le contraire, c'est on rouvre les mines de charbon, on dit oui, il y a
de salut que dans le gaz. Mais enfin, quand on regarde concrètement pour savoir si le gaz est économe en CO2, alors on tombe évidemment de ces illusions. Il y a une certaine remise en cause de la politique agricole européenne qui était censée être plus en accord avec la lutte contre le dérèglement climatique. On a recours aux États-Unis, mais aux États-Unis, c'est le gaz de schiste. Et c'est une nouvelle géopolitique qui se dessine avec des choses un peu surprenantes, les tentatives faites en liaison avec le Venezuela, la Chine, et alors ça, c'est un des points de sûreté absolue, un rôle grandissant et extrêmement grandissant des pétromonarchies, et on voit déjà des éléments concrets, c'est-à-dire que la plupart des oligarques ont pris l'avion pour aller dans ces pays qui ne sont pas connus pour briller par leur tradition démocratique ni par leur transparence financière et fiscale. Dans le même scénario, on voit se dessiner une coupure du monde en deux, États-Unis d'un côté, OTAN, etc., et de l'autre, Chine et potentiellement la Russie. Et puis, parallèlement à ce qui se passe en matière purement énergétique, vous avez un renforcement des dépenses d'armement et, en revenant à des choses tout à fait quotidiennes, une réaction extrêmement inquiète des populations qui, au-delà de tous les scénarios sophistiqués qu'on peut faire, se disent ce qui se passe, c'est que l'essence augmente, que le chauffage me coûte plus cher, et donc ce qu'il faut absolument, c'est éviter cela et revenir à une période antérieure où le gaz était moins cher et l'essence également. Donc la première idée, je serai plus rapide sur la deuxième, c'est deux scénarios. Et c'est là où la politique et la diplomatie doit intervenir pour que ce soit l'un qui prévale. Les choses ne sont pas blanches et noires, mais en tout cas, que plus d'éléments du scénario positif apparaissent par rapport à l'autre scénario qui serait évidemment un scénario catastrophe, notamment pour la question climatique. La deuxième chose que je voudrais dire, et ce qui me frappe, et c'est quelque chose qui n'est pas développé dans les discours actuels, c'est que, pour appeler un chat, M. Poutine n'est pas simplement le premier ennemi de l'Ukraine, mais c'est le premier ennemi du climat. Et je trouve que ce serait intéressant à cette occasion de faire un bilan de ce qui est accompli, ça verra assez vite, ou de ce qui n'est pas accompli en Russie par rapport à la lutte contre le dérèglement climatique. Pourquoi c'est intéressant ? Eh bien parce que il faut montrer, je crois, c'est utile, que la démarche de Poutine n'est pas seulement dirigée contre son environnement proche, mais a comme conséquence des réalités absolument dramatiques à terme pour l'humanité en matière climatique. Alors, comme j'ai déjà été long, je ne veux pas continuer sur la même perspective, mais quand on regarde le bilan, d'abord de la Russie, qui est quand même le 5e émetteur de CO2 au monde, quand on regarde les déclarations qui ont été faites par son dirigeant à chaque fois qu'on l'a interrogé sur ce qu'il pensait des causes du dérèglement climatique et de ce qu'il fallait faire, quand on regarde ce qui est en train de se développer par la Russie en Arctique, quand on regarde la façon négligente dont est traitée la question du permafrost, qui est une des grandes menaces, pas seulement pour
Russie, mais pour l'humanité tout entière. Quand on regarde, on s'aperçoit que même si la Russie a l'intelligence de se mettre en dessous du radar par rapport à des puissances qui sont davantage évoquées dans ce domaine, comme la Chine, comme les pays du Golfe, comme l'Australie, en termes réels, pour avoir négocié avec les uns et avec les autres, je dois dire que ce qui est fait et n'est pas fait en Russie, du point de vue de la lutte contre le dérèglement climatique, est d'une gravité à court, moyen et long terme considérable, pas seulement pour les pays voisins, mais pour l'humanité tout entière. Et je pense qu'il ne faudrait pas laisser passer ce fait parce que, dans l'immédiat, il y a l'invasion inacceptable de l'Ukraine. Merci beaucoup. Merci en effet d'avoir rappelé comment cet événement gravissime peut occulter cette réalité sur la transition climatique et le rôle de la Russie spécifiquement. Mais vous avez, dans un premier temps, effectivement, parfaitement décrit au fond, ces chemins. L'Europe est à la croisée de ces deux destinées possibles, le scénario positif et le scénario négatif. Et finalement, cette guerre, et en plus, comme l'a rappelé Laurent Fabius, le comportement plus général de Vladimir Poutine, de la Russie de Vladimir Poutine vis-à-vis du climat, nous met de plus en plus dans l'urgence, finalement, comme vous dites avec cette belle formule, de faire atterrir le pacte vert européen dans nos sociétés. Alors, est-ce que la situation actuelle, même s'il est peut-être encore trop tôt pour le dire, nous met sur la bonne voie? Est-ce qu'elle fige au contraire des postures dangereuses? Selon vous, est-ce que c'est une occasion finalement, ces bouleversements que nous sommes en train de vivre pour amener le pacte vert là où il doit arriver? Juste pour rebondir sur ce que vient de dire Laurent Fabius, il se trouve que la réunion, une des dernières réunions avant la publication du rapport du GIEC, donc il y avait tous les délégués dans la salle, et le négociateur russe, enfin c'est un scientifique, a été obligé de dire que le changement climatique était bénéfique, qu'on ne pouvait pas seulement dire qu'il était négatif. Donc ça voulait dire qu'effectivement il y avait un positionnement politique, et c'était plutôt rare, cette intervention, même s'il y a d'autres délégués qui se sont excusés devant aussi leurs collègues de l'invasion de l'Ukraine qui n'avaient pas pu empêcher. Alors, où est-ce qu'on en est en Europe? Est-ce que ça nous amène? Alors, c'est c'est très mouvant hein, comme paysage. D'une part, parce que ceux qui disent il faut revenir, exactement d'ailleurs comme en 2020, au moment du Covid, il faut revenir à la normale. La normale, c'est il faut rétablir nos approvisionnements en gaz. Donc, il faut bâtir beaucoup de terminaux gaziers où on peut. Il faut redévelopper des contrats. Et d'ailleurs, on voit que l'Europe va peut-être va sans doute se lancer dans une politique d'achat collectif. Et il y a évidemment, on le voit avec l'extrême réticence du gouvernement allemand de toucher à ces importations de gaz. Hein. Alors, je crois que le président français a été parmi d'autres vraiment actif sur l'idée de l'embargo, sans succès, même sur le pétrole, ce qui me paraît vraiment regrettable. Et c'est vrai qu'il y a une grande anxiété dans la coalition allemande sur cette rupture de la relation avec la Russie, même aujourd'hui. Hein, on l'a vu, ça a été un mouvement très difficile pour le chancelier Scholz d'arriver à ça. Mais l'idée alors qu'il y a beaucoup d'études, hein, y compris en Allemagne, y compris par les scientifiques allemands, qui montrent un chemin possible de l'embargo, de se débarrasser d'ici peut-être pas la fin 2022, mais assez rapidement des importations de gaz ou de pétrole, qui rapportent encore plus d'argent à Poutine tous les jours. Il y a ce raidissement allemand qui pose question justement sur cette capacité de faire une transition européenne. Il y a des signaux contradictoires. Hein. Les Allemands sont devenus très allants sur la réglementation en matière d'émissions de carbone des automobiles, alors qu'ils étaient plutôt à la traîne. Il y a évidemment un effort conjoint aujourd'hui de réinvestir les énergies renouvelables. Mais on voit qu'est-ce qu'il faut faire rupture avec un système qui est extraordinairement ancré.
Et l'idée que le gaz était une énergie de transition pas chère a traversé d'abord tous les mandats de Merkel et est encore là. Enfin, est encore là en disant c'était ça le pari allemand pour notamment essayer de se débarrasser du charbon avant 2038. Donc, c'est pas gagné. En même temps, on a un grand sujet de financement de cette transition, puisque si on veut l'accélérer, il faut investir beaucoup. En même temps qu'on était dans une période de consolidation fiscale, de revenir à des proportions de la dette par rapport au produit intérieur brut plus faible dans l'Union. Et donc, j'ai l'impression qu'il y a une partie de l'Europe qui commence à comprendre que c'est un choc absolument énorme, un choc politique, un choc économique. On va évidemment payer cher cette guerre aussi, une déstabilisation de la région parce que derrière l'Ukraine, et il faut évidemment espérer que l'Ukraine gagne, même si ça paraît presque impossible, mais qu'en même temps, en Serbie, en Bulgarie, il y a beaucoup de pays qui craignent la déstabilisation russe, parce que si on lit Poutine d'il y a 3 mois, la Russie, c'est plus qu'Alexandre III. C'est vraiment le... Et donc, c'est pour ça qu'il faut avoir, avec la pensée de la lutte contre le changement climatique, une pensée, et c'est vrai, comme le dit Laurent Fabius, ça retrouve une demande de souveraineté qu'on a vu émerger depuis cette un peu fin de ce multilatéralisme peut-être naïf dans lequel on a vécu en 2015. Et évidemment, on ne pourrait pas refaire l'accord de Paris aujourd'hui. Ça serait évidemment impossible. Et le nationalisme dans d'autres directions veut aussi dire que la Chine ne va pas bouger sur ses engagements et accélère la construction des centrales à charbon. Donc cette période de 2030 qui paraissait vraiment essentielle pour réduire les émissions mondiales de moitié, elle est compromise. Enfin, elle va être très difficile. Et donc c'est pour ça que, et l'Agence internationale de l'énergie a raison, il faut mettre le paquet sur s'efforcer de faire cette économie d'énergie, comme on a connu au moment des premiers chocs pétroliers, qui ont été remarquables en France, aux Pays-Bas, mais aussi en Allemagne, et tenir cette ligne de « on a besoin de moins d'énergie ». Donc, est-ce que dans cette période très contradictoire, cette ligne de la transition écologique peut gagner? Oui, elle est mieux comprise par les citoyens, très largement. Elle peut s'associer à ces besoins de souveraineté, mais il faut quand même, c'est un moment européen extraordinairement difficile, où il faut que la solidarité gagne par rapport à chacun pour soi dans le maintien de la dépendance aux fossiles. Est-ce que, notamment vis-à-vis du rôle très important que souligne Laurent Fabius sur la remontée en puissance des pétromonarchies, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Je pense que c'est une déstabilisation aussi de la région plus grande qui peut intervenir. Et donc on a un monde... alors peut-être que la Chine va essayer de rester apparemment neutre, mais c'est un monde où l'Europe et ses alliés, pour l'instant, il est assez isolé. Nous sommes assez isolés. Merci beaucoup. Effectivement, vous avez parlé et tous les deux d'ailleurs, un petit peu de ce moment de réveil pour l'Europe, un peu obligatoire, mais en même temps, ce qu'on voit et ce qui se dégage de votre conversation, c'est que c'est un moment difficile en fait pour l'Europe, difficile politiquement, c'est-à-dire où des choix doivent être faits. Et Laurent Fabius, c'est un moment d'ailleurs, j'en profite pour le dire, aussi difficile économiquement, et Laurent Subiana faisait allusion au choc économique. J'en profite pour dire qu'il y a un excellent article sur cela dans le numéro papier de la revue de Jean Pisani-Ferry sur ce choc macrocritique et comment est-ce qu'on y fait face. Il n'est d'ailleurs pas sûr que la guerre en Ukraine ne remodifie pas, là encore, les coordonnées. Mais sur finalement ce moment politique, vous parliez du rôle de la diplomatie et voilà, comment peut-être l'Europe pouvait s'imposer comme un modèle de diplomatie pour, disons, faire ce passage politique nécessaire vers cette transition. Et j'aurais bien voulu effectivement que vous puissiez développer quels sont selon vous les principaux éléments qu'on pourrait mettre en avant, les nœuds qu'il faudrait défaire et comment finalement l'Europe peut devenir un modèle pour faire émerger ce monde qui était le scénario positif que vous évoquiez au début.
Alors, bon, je donne simplement des coups de projecteur parce que votre question est légitimement très vaste et trop vaste pour que je puisse répondre à tout. Il faut regarder aussi d'abord le vaste monde. Quand on interroge les spécialistes, qui ne se trompent pas toujours, sur les perspectives géopolitiques, les réactions en ce qui concerne l'Europe ne sont pas celles qu'on observe ici. La plupart des penseurs réfléchissent à l'opposition Chine-États-Unis, pointe à la ligne. Et en conclusion de leurs articles, ils mettent un paragraphe sur les interrogations européennes. Bon. Nous, à juste titre, nous considérons que les choses ne sont pas acquises pour le bien ou pour le mal. Et nous sommes très nombreux à penser que c'est la perspective européenne, avec un rôle particulier de la France, nous sommes en France, qui peut permettre non pas d'éviter l'affrontement, maîtriser l'affrontement entre ces deux puissances, mais que l'Europe a toute sa place. En Europe, je schématise, mais il est bien connu que si on veut avancer, il faut un accord entre l'Allemagne et la France. Ça ne veut pas dire que les autres pays sont négligeables, loin de là. Mais c'est là où est la force propulsive. Et je voudrais prendre 3 exemples, 3 ou 4, des évolutions allemandes. Je ne parlerai pas de la politique française, non pas par paresse intellectuelle, mais parce que, compte tenu des fonctions que j'exerce, ça m'est interdit. Donc je suppose, ça c'est mon hypothèse de travail, que la France fera tout ce qu'il faut pour aller vers une construction européenne positive. Alors je parle de l'Allemagne. Bon, je vais prendre 3 exemples des évolutions avec leurs incertitudes. Première question, elle est évidemment fondamentale, la question de la défense. Jusqu'ici, je suis obligé de schématiser, mais les Allemands étaient extraordinairement réticents pour un engagement réel en matière de défense. Ça se traduisait non seulement par la faiblesse de leur budget, mais par le fait que quand il fallait envoyer des hommes sur le terrain, il n'y avait pas grand monde, sauf pour la formation. La défense, il y a quand même un rapport entre la défense et le fait de sortir de la tranchée. Bon. Or, jusqu'à présent, j'en ai eu l'expérience comme d'autres, lorsque on devait envoyer des hommes et des femmes pour se battre, confère le Mali, il y avait, en termes de masse, 2 pays qui étaient prêts à faire l'effort. L'effort, ça veut dire qu'il y a des gens qui risquent de rester au tapis. C'était la Grande-Bretagne et la France. Bon. Le Royaume-Uni diverge, Brexit, et la France se retrouve toute seule. Bon, il y a tel ou tel pays qui peut envoyer Epsilon, mais ça ne compte pas. Et l'Allemagne était totalement hostile à cela. Et quand vous suivez les discussions au Parlement allemand, il y a une hostilité fondamentale qu'on peut comprendre d'ailleurs, compte tenu de l'histoire allemande, etc., à envoyer des hommes. Bon, et le SPD était le plus déterminé contre l'envoi de soldats. Bon. Il y a eu tout récemment une modification très importante que vous avez lue, qui est que le nouveau chancelier, Scholz, a décidé, sua sponte, de faire un bond considérable dans le budget de défense. Il a repris le chiffre de l'OTAN, ce n'est pas d'ailleurs un hasard, de 2%, mais ça signifie non pas qu'on va envoyer des hommes allemands sur le terrain pour se battre, si c'est nécessaire malheureusement, mais qu'il y a quand même une prise de conscience qu'il faut avancer. Alors évidemment, c'est pour ça que
je suis normand, mais ce n'est pas pour ça que je fais le balancement circonspect. En même temps, les premiers avions qu'ils ont achetés récemment, c'est des F-35 américains. Donc, bon, et ça va grever quand même très largement le budget. Mais cette évolution de l'Allemagne en matière de défense, alors que la France elle-même, vous le savez, est très engagée dans ce domaine, c'est évidemment une évolution majeure. Si l'un des grands problèmes posés par le conflit russo-ukrainien et la question de la sécurité, il n'y a pas de sécurité sans défense. À partir du moment où le plus grand pays d'Europe décide de faire un effort en matière de défense, ce n'est pas suffisant, mais c'est quand même une évolution importante. Donc ça, c'est quand même à mettre au positif. Deuxième élément à mettre au positif, d'une autre façon, tout à fait différent, c'est l'Allemagne qui, de la façon la plus nette, a compris, et j'espère fait comprendre aux autres pays, qu'il n'y a pas de lutte contre le changement climatique s'il n'y a pas en même temps une action de justice sociale. Ça, c'est fondamental. Le concept de transition juste, nous l'avons fait figurer, Laurence, vous le rappelez, dans le texte de l'accord de Paris. Mais à l'époque, c'était un peu audacieux. Et on a dit, ah bah oui, mais bien sûr, c'est Fabius, Dubiana, ce sont des idées à eux. Bon, mais enfin, il existe quand même. Et ensuite, ça a été développé dans un certain nombre de COP successives, notamment la COP de Katowice, où vous avez une déclaration de Silésie sur la transition juste. Mais au-delà des déclarations qui sont dans la COP, l'Allemagne a montré d'une manière concrète, lorsqu'elle a décidé, j'espère qu'elle respectera cela, de hâter la fin du charbon pour terminer le charbon en 2038, que ce n'était possible que si c'était accompagné d'un effort en direction des populations concernées. Et l'effort, en ce qui concerne les Allemands, c'est 40 milliards d'euros aux régions concernées. Bon. Parce qu'ils ont bien compris que si on veut, exemple très concret, supprimer et fermer le charbon, il faut quand même qu'on fasse des efforts pour que les gens qui sont dans le charbon et les régions concernées puissent trouver un autre débouché. Je me permettrais de dire que la leçon qu'on doit tirer de l'épisode des Gilets jaunes, au fond, montre négativement la même conclusion. C'est-à-dire que si vous n'accompagnez pas les efforts de lutte contre le dérèglement climatique de mesures sociales massives pour les personnes concernées et qui leur sont clairement destinées, à ce moment-là, vous avez une révolte des populations concernées et vous ne pouvez pas avancer. De sorte d'ailleurs, pour l'instant ça n'a pas été fait, que j'ai lancé l'idée que lorsque les pays, à chaque fois qu'il y a une COP, publient ce qu'on appelle leur NDC, Nationally Determined Contribution, ce serait une bonne chose, et je crois que Gutiérrez est sur la même ligne, qu'en même temps, il précise le plan d'accompagnement social qui permet que cette transition soit réussie. Sinon, vous alignez des engagements sur un papier et puis vous êtes dans l'incapacité de les tenir. Donc, apport de l'Allemagne en matière de défense, apport de l'Allemagne en matière de conception de la justice sociale. Et puis, alors là, c'est un point d'interrogation, et je crois que ce sera vraiment le juge de paix. Vous avez vu l'initiative qui a été prise récemment par la Commission de se lancer dans, je ne sais pas le nom en français, mais ce qu'ils appellent CBAM, c'est-à-dire Carbon Border Adjustment Mechanism. Alors, ils n'emploient pas le mot taxe, parce que dès qu'on emploie le mot taxe, à ce moment-là, l'OMC se lève. Bon, mais enfin, c'est une taxe pour faire que dans toute une série de secteurs, il y ait une taxation pour qu'il n'y ait pas, si on fixe un prix au carbone et si donc ça pénalise les industries européennes, ça ne favorise pas trop les pays extérieurs et donc une égalisation des conditions de concurrence. Je ne voudrais pas évidemment que on aborde les sujets climatiques dans cette soirée sans traiter cette question-là. Le principal outil pour aller vers une lutte contre le dérèglement climatique, c'est la fixation d'un prix pour le carbone. Bon, j'ai l'impression que
toutes celles et tous ceux qui réfléchissent vraiment à ce sujet aboutissent à cette conclusion. Mais une fois qu'on dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Comment on met ce prix? À quel niveau on met ce prix? Est-ce qu'on peut mettre le même prix pour les pays en développement et pour les pays riches, etc. Voilà, il y a énormément de questions. Mais récemment, la Commission a décidé donc qu'elle allait instituer ce mécanisme de taxation aux frontières. Bon, c'est très lointain, c'est pour l'année 2035. Il faut l'accord du Parlement, il faudra l'accord des autres pays, et puis il peut y avoir il y aura des difficultés techniques considérables. Mais tout ceci pour dire que l'Union européenne, à condition qu'on ait la force propulsive de l'Allemagne et de la France ensemble, et qu'on croit sur plusieurs années à un certain objectif, peut vraiment avancer. Le dernier point, qui ne répond pas à votre question, mais que je voudrais dire parce qu'il paraît tous les jours quand j'ouvre ma radio, ma télévision, évidemment, c'est qu'on parle de solidarité. Mais il n'y a pas de solidarité sans sacrifice. Bon, c'est là où je trouve que les analyses sont souvent très, très superficielles. Si on veut, la France, l'Allemagne ou d'autres, faire preuve de solidarité à l'égard des Ukrainiens, et c'est indispensable du point de vue pratique et du point de vue éthique, eh bien, oui, ça aura un coût pour nos pays. Oui. Et donner l'illusion qu'on pourrait faire un acte réel de solidarité sans que ça ait une traduction, entre guillemets, négative pour nos pays, non, ça n'existe pas. Alors après, la question est sur qui, comment, quelle est la proportion, etc. Mais cette idée de la solidarité gratuite, je pense que ça n'existe pas. C'est un cercle carré. Merci beaucoup. Et effectivement, c'est une transition, si j'ose dire, toute trouvée vers ce troisième moment de discussion qui concerne finalement la dimension sociale, enfin les effets de tout ce qu'on dit sur les populations. Nous parlions avec Laurent Subiana tout à l'heure de cette expression, ce papier qui a été trouvé par Pierre Charbonnier, publié dans les colonnes du Grand Continent récemment, sur est-ce que finalement ce qu'on voit émerger comme étant une écologie de guerre, c'est-à-dire un petit peu cette écologie à marche forcée, qui est notre matrice stratégique en ce moment, bien comment finalement est-ce qu'elle peut se traduire dans des politiques sociales qui est, vous avez parlé de transition juste, effectivement, aussi le but ultime de cette transition. Selon vous, Laurence Subiana, est-ce que le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières est nécessaire? Est-ce qu'il est suffisant? Quelles sont les mesures du coup, qui devront accompagner sur le plan économique, mais peut-être pas que d'ailleurs, les sociétés européennes et les citoyens européens? Cette transition, évidemment, qu'on ait un prix du carbone comme on a en Europe ou qu'on n'en ait pas, ça peut tout à fait avoir des effets régressifs parce que bien sûr que ça a des répercussions sur les prix de l'énergie, il faut des investissements donc, pour isoler sa maison, etc. Et de fait, il y a un coût économique quand même de la transition qui n'est pas nécessairement beaucoup plus élevé que, surtout aujourd'hui, si on compare, si on pense que des prix élevés de l'énergie peuvent durer longtemps, et c'est bien avant l'invasion russe, c'était quand même l'analyse de beaucoup de spécialistes, on peut dire qu'effectivement la transition, elle a un coût, mais comme le reste, enfin comme l'économie fossile a un coût, elle aussi. Alors le problème, c'est que les politiques sociales qui devraient accompagner cette transition, alors, elles sont vécues très différemment dans l'ensemble européen. Elles sont complètement nécessaires. Mais on voit qu'il y a aussi des réactions. Alors, moi, je peux parler de la France parce que je n'ai pas de responsabilité. Et, par exemple, baisser le prix de l'essence de façon générale à la pompe, c'est certainement pas la meilleure idée. Alors qu'il faudrait cibler les soutiens à ceux pour qui vraiment les dépenses d'énergie, qui sont en situation de pauvreté énergétique déjà, et pour qui les dépenses d'énergie représentent une partie très importante de leur budget. Et donc, on ne pourra pas... Il y a des aspects de redistribution qui vont avec cette histoire de transition, d'une part parce qu'il y a des régions entières qui sont affectées, qui vont être affectées, il y a des professions qui vont être affectées, il y a des secteurs qui vont disparaître. Et donc, il faut que les politiques sociales, elles soient pensées vraiment différemment. On n'a jamais vraiment réussi. La sortie de la sidérurgie française,
n'a pas permis de maintenir une vie dans les territoires qui étaient autrefois les grands territoires sidérurgiques, qui sont toujours largement sinistrés par rapport à d'autres. Hein. Donc on ne sait pas faire. Ça a été le cas du charbon au Royaume-Uni. Et il y a des choses intéressantes qui se passent en Espagne si le gouvernement arrive à maintenir le cap, qui est de commencer les dépenses sociales et l'accompagnement social avant même de fermer la mine de charbon ou les centrales à charbon. Donc ça veut dire qu'on a une vision très différente des dépenses sociales. Ce n'est pas pour calmer l'incendie, ce n'est pas pour éteindre le feu, c'est pour anticiper et préparer l'avenir. Et c'est aussi une bataille. Hein. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises d'électricité, enfin ce qu'on appelle les utilities, la producteur d'électricité, qui réclament des compensations parce qu'elles vont arrêter de se servir du charbon. Et donc là, leurs usines n'auront plus de valeur, hein, ce qu'on appelle un stranded asset. Et donc il y a une bataille aussi autour de qui va être aidé dans cette transition. Est-ce que c'est l'industrie automobile en général ou est-ce que c'est vraiment la formation et la requalification des travailleurs? Est-ce que c'est, pour l'instant, et c'est vrai qu'il y a eu des études très intéressantes en Allemagne sur cet accompagnement, puisqu'ils ont mis un prix du carbone, y compris sur le bâtiment et le transport. Mais en même temps, c'est vrai qu'il y a eu une politique sociale, d'investissement aussi, tout à fait marquée, dont on manque en France aujourd'hui. Donc, c'est vrai que pour que ce soit un contrat social, alors, ce qu'il y avait de très... la philosophie de l'accord de Paris, et c'est la même philosophie, à mon sens, qui sous-tend le Green Deal, le pacte vert, c'est qu'après, c'est une affaire de chaque société de dessiner son chemin. On a des grands objectifs, on les a pour le monde, on les a pour l'accord de Paris, on les a pour l'Europe. Mais c'est après à chaque société de dessiner le chemin de cette transition. Et donc il faut que, d'une part, on en parle, ce qu'on fait très rarement dans notre pays, par exemple. Et puis, il faut aussi qu'on choisisse et que les citoyens choisissent cette transition et avec cette préoccupation de la justice sociale au cœur. Et ça suppose des politiques sociales très différentes de celles qu'on connaît aujourd'hui, y compris dans notre pays. Merci beaucoup, Laurent Fabius. J'aurais envie de vous poser finalement la même question. Laurence Subiana a parlé d'anticipation, par exemple. Est-ce que c'est le bon concept, la bonne méthode? Et sinon, comment avancer et avec quel cap? Sur les questions de transition juste, je crois que les expériences qu'on a dans différents pays permettent de dessiner une espèce de Bible, des choses à faire et des choses à éviter. La première chose à faire, quand on se fixe un objectif de réduction d'émissions de CO2, c'est que la stratégie soit absolument claire. Ça ne peut pas être des choses ponctuelles et il faut prendre l'ensemble du champ. Bon. La deuxième chose à faire, c'est que pour qu'elle soit claire et complète, il faut procéder à une vraie concertation. Ça ne peut pas être quelque chose qui descend de l'Olympe. La troisième chose, c'est qu'il y a des mécanismes qui permettent d'aboutir à ces résultats, qui sont soit des incitations, soit des négociations, enfin, toute une série d'outils. Mais en tout cas, si ça passe par le biais financier, qui est quand même l'un des plus forts, il faut que les sommes qui sont prélevées par toute une série de mécanismes soient, d'une manière claire, affectées, et j'allais dire totalement, à la transition écologique. Sinon, les personnes touchées ont le sentiment que c'est une machine inventée pour les taxer et que ça va dans un puits sans fond qui, évidemment, rend complètement détestable le système. Quand on dit cela, j'ai le sentiment, et vous sans doute avec moi, que tout cela est bien beau, mais ça ne s'applique qu'aux sociétés démocratiques. Et c'est quand même un des problèmes absolument majeurs. J'imagine, je sais que Laurence a le même sentiment que moi. Nous avons travaillé, et
réussi l'accord de Paris. L'accord de Paris, c'est une grande chose parce que pour la première fois, l'ensemble des pays du monde disent voilà quel objectif, voilà quel est le moyen. Bon, bravo. Mais quand on regarde aujourd'hui, 7 ans après, quels sont les résultats, même s'il y a eu des progrès par rapport à ce qui était anticipé avant l'accord de Paris, nous ne sommes pas du tout en ligne avec l'accord de Paris. Et Antonio Gutiérrez, le secrétaire général de l'ONU, qui est un très bon observateur de tout cela et qui n'a pas la langue dans sa poche, mais qui parle de manière posée, disait encore la semaine dernière, Laurence, vous avez vu cette déclaration, que le monde allait vers la catastrophe les yeux fermés. Bon, quand vous êtes secrétaire général de l'ONU, que vous avez tous les renseignements possibles et imaginables, et que vous dites au monde, nous allons à la catastrophe les yeux fermés, ça veut dire que quand même, il y a beaucoup de soucis à se faire. D'où l'autre point, enfin ça c'est pour un numéro suivant là, du Grand Continent, c'est ayant fixé les objectifs, qui maintenant sont, je crois, incontestés, les 1,5 degré, etc., comment fait-on, par quel système mondial et national, comment on fait pour y arriver? Bon, parce que les méthodes pour déjouer l'objectif sont innombrables. Je m'amusais, en réfléchissant à ce que nous allons dire ce soir, à essayer de répondre à la question pourquoi l'inaction, bon, qui est quand même une énorme question. Bon, et j'arrivais, ça n'a aucune originalité, à cette conclusion qu'il y avait deux grandes catégories explicatives. D'une part, tout ce qui relève du court-termisme, bon, et d'autre part, tout ce qui relève de l'unilatéralisme ou du nationalisme. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut bien voir, et on en a l'expérience, Laurence et moi, que ça passe par toute une série de ruses ou de démarches. Je les cite sans ordre. Le technologisme, c'est-à-dire l'idée que, comme il y a eu jusqu'ici des progrès de la technologie, nous allons tomber miraculeusement sur des progrès de la technologie qui vont vous expliquer pourquoi votre fille est muette. Non. Là, je croise les sections scientifiques et les sections littéraires. Non, nous espérons tous, et il y en a des progrès de la technologie, mais il n'y a pas de miracle. Et quand on regarde, par exemple, j'ai étudié un peu cela, les mécanismes de capture du CO2, bon, qui est absolument nécessaire pour qu'on arrive aux chiffres qu'on a fixés à Paris, on en est au début du début. Bon, et pourtant, on devrait se concentrer là-dessus. Il y a ce que j'appelle le spontanéisme, c'est-à-dire à l'autre extrême, des gens qui disent « mais on y est toujours arrivé, donc on va y arriver ». Il y a le catastrophisme. Vous vous rappelez les discussions qu'on avait eues avec Michael Bloomberg, Laurence, lorsqu'il disait « faites attention, parce que si vous dites aux gens il faut faire des efforts, mais de toutes les manières, vous n'y arriverez pas », alors là, hein, autant raccrocher les Gaules, et les gens restent assis devant leur télévision, dans la meilleure hypothèse. Bon, il y a le perfectionnisme, c'est-à-dire il faut des solutions qui n'aient absolument aucun inconvénient. Oui, très bien, seulement elle n'existe pas. Il y a le catastrophisme. Alors écoutez, de toutes les manières, quoi que nous fassions, même si nous multiplions les amphis comme ce soir, eh bien, de toutes les manières, à la fin des fins, eh bien, nous retirons tous. Non. Donc, il y a toute une série d'éléments qui nous détournent de ce qui est l'objectif. Dans les sociétés démocratiques, je ne fais de propagande pour personne, nous avons le bulletin de vote. Bon. Dans les sociétés non démocratiques, qui sont quand même, en termes de masse, les principales émettrices de CO2, le bulletin de vote n'a qu'une portée limitée, d'après ce que j'ai compris. Bon, donc, la question, pour moi, vraiment, et je dis ça parce que c'est un peu le sens d'une vie, comment on fait pour qu'à partir du moment où on a fixé l'objectif, ce qui est déjà une avancée considérable, on met les sociétés en mouvement pour avancer selon le bon rythme, pour corriger quand le rythme n'est pas suffisant, et on revient alors sur des questions que vous traitez, c'est-à-dire
le multilatéralisme, le jugement par les pairs, le ceci, le cela, sachant que, évidemment, c'est la même aporie qui fait que le système de diplomatie internationale n'est pas capable d'empêcher les guerres, mais ce même système international n'est pas capable aujourd'hui d'empêcher ceux qui sont les flibustiers. Et j'ai parlé d'un d'entre eux au début. Ça, pour moi, et j'imagine que c'est la même chose pour Laurent, c'est vraiment la question, enfin en tout cas l'une des questions majeures, c'est de la politique avec un grand P. Merci beaucoup. En faisant un petit peu ce catalogue et en essayant de répondre à la question de pourquoi l'inaction, vous avez aussi beaucoup fait écho, je suis sûr que Laurence Subiana l'a remarqué, à cette deuxième partie du volume politique de l'interrègne qui illustre un principe qui nous est cher, qui est celui d'être structurant et pas structuré, et qui expose... Je vous interromps, oui. J'ai oublié, c'est pas un petit oubli, le confusionnisme. Le confusionnisme, c'est-à-dire de faire passer des vessies pour des lanternes. Et j'ai l'impression que dans un certain nombre de grands groupes, c'est le cas. J'espère que je n'ai pas violé mon devoir de réserve. Je ne pense pas. Encore une fois, là encore, sans en dire trop, les lecteurs pourront retrouver ce à quoi vous faites allusion peut-être dans ce volume, dans un article du Suédois Andreas Malm, qui est assez intéressant et aussi assez controversé. Mais en tout cas, il me reste à vous remercier. Vous savez qu'on est très ponctuel le mardi soir, et je sais que certains ont des obligations après, donc à vous remercier à vous pour votre présence et à remercier nos deux intervenants. Je précise évidemment, puisque je me suis laissé dire aussi que notre éditeur était dans la salle, que tous les exemplaires de politique de l'interrègne qui vous seront proposés que chacun doit repartir avec son exemplaire, voilà. Donc ils vous sont proposés. Les prochaines séances porteront sur des chapitres de l'ouvrage. Pardon, on m'indique qu'ils vous seront proposés à la sortie au fond de la salle par là-bas. Et j'en profite pour signaler que les prochains mardis seront aussi consacrés à des chapitres de ce numéro de la revue. Donc la meilleure manière pour finalement s'y préparer, c'est encore de le lire. Merci beaucoup.